Je vous remercie de vous être rendu disponible ce soir pour ce nouveau comité ce soir à Dessine. Je remercie Dessine de nous accueillir ce soir et je vais laisser le mot d'accueil habituel à la collectivité accueillante. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne connais pas tout le monde. Je vais me présenter. Je suis Jean-Emmanuel Allouin. Donc, je siège aussi, j'arrive avec vous. Je suis le premier adjoint de la ville de Dessine et j'en charge la tranquillité publique, les mobilités et l'aménagement de l'espace public. Donc, je vous souhaite en tout cas la bienvenue à Dessine. C'est vrai que l'accueil est un petit peu pluvieux, mais bon, je vois deux, trois rayons de soleil. On va espérer qu'en sortant, il fasse quand même un petit peu meilleur. Quoi vous dire d'autre? Eh ben, vous dire que le partenariat fonctionne plutôt bien. Alors, j'ai regardé dans les papiers, ça fait depuis 1936 que nous sommes au Cigerly, la ville de Dessine. Euh, Comme vous le savez tous, chers élus, c'est que la loi Elan nous oblige à faire 40% d'économie d'énergie de nos bâtiments. À Dessine, on va un petit peu plus loin puisqu'on a voté à peu près 12 millions d'euros de travaux sur le mandat et dont une grande partie à la rénovation énergétique de nos bâtiments. Et quand on se rend compte que le bâtiment, ça va être trop compliqué, et ben à ce moment-là, on préfère le démolir et en construire un tout neuf, pour, ne serait-ce que pour la pérennité de nos bâtiments. Donc en tout cas, moi je tenais à vous remercier. Le partenariat fonctionne très bien. Et puis je vous souhaite une bonne réunion en tout cas. Merci Monsieur Allouin, merci de nous accueillir. Ah oui, il pleut, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup plu sur le premier semestre 2022 et qu'on a besoin de beaucoup d'eau, je pense que c'est pas une mauvaise chose ce soir qu'il pleuve. C'est pas le sujet du Cigerly, hein, l'eau, mais c'est un sujet autour du climat. Donc, on a fait le choix ce soir d'avoir l'ADEME avec Emmanuel Goua, et je remercie l'ADEME, je remercie Emmanuel d'être présent ce soir pour présenter les scénarios Transition 2050 qui ont été travaillés par l'agence. C'est important pour vous, pour nous, on puisse avoir ces moments de présentation, ces moments d'acculturation. Il y a beaucoup de sujets énergétiques qui ont été mis sur la table ces dernières semaines, ces derniers mois, entre les campagnes électorales, mais aussi les travaux qui ont été réalisés par les agences, mais aussi par RTE, par l'association Negawatt. Donc c'était important pour vous d'entendre ces différents discours. Donc on aura l'occasion de recevoir plus tard dans l'année Negawatt et aussi RTE qui viendra présenter ces scénarios. C'est important à plusieurs titres parce qu'au final, on va aller de plus en plus vers une production décentralisée de l'énergie, notamment de l'électricité. Et du coup, on a besoin que des élus territoriaux qui soient en charge de ces sujets et pour lesquels vont avoir à prendre des décisions soient bien au fait de tous ces sujets-là. La transition énergétique, elle se fera avec les territoires, elle se fera dans les territoires. Donc, j'en dirai pas plus. Je vous remercie d'être là ce soir. Je laisse la parole à Emmanuel. Il y a un temps de présentation et puis il y aura un temps de questions. Surtout, n'hésitez pas. Le but, c'est aussi ça, c'est de pouvoir échanger ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Emmanuel Gouas, je suis le directeur régional adjoint de l'ADEME pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'ADEME, vous le savez, c'est l'agence de la transition écologique. Nous sommes une agence d'État. C'est un petit millier de salariés au niveau national, une petite quarantaine de personnes pour Auvergne-Rhône-Alpes réparties entre Lyon et Clermont-Ferrand. Je vais vous présenter ce travail extraordinaire, je peux le dire parce que je suis à l'ADEME depuis un an, donc j'hérite de ce travail extraordinaire qui a été fait par mes collègues. C'est 2 ans de travail, c'est 100 voire 200 personnes qui ont été mobilisées en interne. Ce sont des experts, un comité scientifique, des sous-traitants, des partenaires qui ont été mobilisés pour répondre à la question comment on arrive à la neutralité carbone en 2050 en France. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs chemins? Alors, il y en a 4. Enfin, on a décidé d'en montrer 4. Vous allez voir qu'ils sont très différents. Donc, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a encore le choix. Hein, il y a des décisions à prendre. Vous allez voir que les décisions sont éminemment politiques au sens noble du terme qu'il va falloir prendre pour nous amener à cette neutralité carbone qui est une obligation légale. Hein. C'est dans la loi. Il y avait le facteur 4 en 2005. Depuis 2018, on est sur de la neutralité carbone. C'est inscrit dans la stratégie nationale, la SNBC, stratégie nationale bas carbone. C'est une obligation légale, c'est aussi bien sûr une obligation morale si on veut que nos enfants, nos petits-enfants aient une planète qui soit à peu près aussi habitable que celle que nous, on a connue en arrivant. Alors, c'est moi qui avance, donc il faut que j'avance. Si.
Et en plus, ça marche. Je vous propose de répondre à une petite question pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous arrivez ce soir face à cette vision du futur. Moi, je vais vous emmener en 2050. Là, en 2022, aujourd'hui, compte tenu de l'actualité sur les sujets environnementaux, sur les sujets géopolitiques, alors qui nous dit que, le futur c'est foutu, qui nous dit que le futur ne manque pas d'avenir ou que le futur était mieux avant? Alors, les pessimistes, levez la main, le futur c'est foutu. Ouais, alors il y a quand même quelques hésitations. Le futur ne manque pas d'avenir. Ouais, bon, moi, je vais répondre ça aussi. Alors, on va même mettre les avenirs au pluriel parce que vous allez voir qu'il y a différentes possibilités. Et le futur, c'était mieux avant. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Moi, je vote 2 fois. Je suis assez d'accord. Le futur, c'était mieux avant. C'est vrai que voilà, moi, quand j'étais petit, le futur, c'était des voitures volantes qui n'allaient pas polluer. Et il n'y avait jamais d'embouteillage. C'était quand même vachement sympa. On a raté un truc. Merci pour la contribution. Il y aura d'autres petites questions un petit peu plus en lien avec des sujets techniques. Alors, pourquoi la transition? Je ne vous fais pas un dessin. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez conscience qu'il va falloir changer nos modes de production et de consommation, pas que d'énergie, finalement, également de biens et de services. Et finalement, ce terme de transition qui est venu remplacer pour la partie énergie ce qu'on appelait avant la maîtrise de l'énergie ou l'efficacité énergétique, ou les énergies renouvelables, euh, finalement, il devient un peu galvaudé, il est même un peu fade. Il est un peu fade. Parce que vous allez voir dans les différents scénarios qu'on est quand même globalement plutôt sur des ruptures si on veut atteindre nos objectifs de neutralité carbone. On est sur des changements qui sont radicaux au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les problèmes à la racine. Alors, comme c'est un sujet dont on entend beaucoup, beaucoup parler depuis 5, 10, 15 ans dans les médias, comme on est en train de prendre des décisions qui sont finalement assez radicales, eh bien, il y a un certain nombre de décisions qui bousculent l'économie en place. Et l'économie en place, elle a le réflexe de se défendre. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de controverses sur de plus en plus de sujets de la transition. Donc, j'en ai mis en évidence 2 ou 3 qu'on verra au fil de la présentation et sur lesquels ça me paraît intéressant que, en tant qu'élu, vous puissiez prendre un petit peu de recul. On est dans un syndicat d'énergie dont le métier historique est la distribution d'électricité. Si on regarde à l'échelle planétaire actuellement, quel est selon vous le mode de production d'électricité dans lequel les investisseurs, que ce soit les opérateurs ou les pays, les grandes entreprises privées, quel est le mode de production dans lequel il y a le plus d'investissements en milliards de dollars aujourd'hui dans le monde? Est-ce que c'est 1, le photovoltaïque, 2, l'éolien, ensuite l'hydraulique, le charbon, le nucléaire? On va le faire dans l'ordre. Qui vote pour le solaire photovoltaïque? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui vote pour l'éolien? Il y a bataille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il y a allez, on va dire une égalité pour les deux qui sont cités en premier. Ensuite, qui vote pour l'hydraulique? Ouais. Bon, ben, ouais, l'hydraulique, ça a eu payé dans les années 50, mais en tout cas, en France, on arrive un peu au bout. Le charbon, qui considère que c'est le charbon qui continue à se développer. Alors, soit il y a beaucoup de partisans de l'atome, soit il y a beaucoup de ne se prononcent pas, parce que je crois qu'il y a pas mal de mains quand même qui ne se sont pas levées. Le charbon, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, le charbon est peut-être en train de passer devant. Pour le moment, c'est très centriste pour le moment. Il y a égalité entre le solaire, l'éolien et le charbon. Qui vote pour le nucléaire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors le nucléaire est le grand gagnant. Eh bien, on a bien fait de l'affaire. On a bien fait de l'affaire parce qu'en fait, je vous remets la diapo, ils sont dans l'ordre. Ils sont dans l'ordre. On parle des investissements en milliards de dollars dans le monde. Ça, c'est un graphique qui est mis à jour chaque année par l'Agence internationale de l'énergie.
Donc on est sur des données, tout ce qu'il y a de plus officiel. Chaque bâton représente une année, hein, ça part en 2017 jusqu'à 2020, on n'a pas encore les chiffres 2021. On voit que le solaire photovoltaïque est loin devant, il a pris un petit coup sur la tête en 2020 à cause du Covid, ce que les autres filières ont moins subi, parce que en fait, le photovoltaïque, il y a deux branches dans le photovoltaïque, il y a les bâtiments et les grands parcs au sol. Les bâtiments, comme tous les métiers du bâtiment, ont souffert du Covid, les parcs au sol n'ont pas souffert. L'éolien n'a pas souffert du Covid, l'hydraulique non plus. On voit que le nucléaire est derrière, en fait, hein, le charbon, derrière le gaz, et loin derrière le solaire et le photovoltaïque, le solaire et l'éolien, qui sont clairement les deux filières qui, au niveau mondial, viennent apporter le plus de capacité additionnelle de production d'électricité. Ce n'est pas représentatif du parc, hein, mais c'est représentatif de la dynamique mondiale qui est à l'œuvre aujourd'hui. Là, on est en milliards de dollars. Là. Non, 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 non. Sachant qu'aujourd'hui, le photovoltaïque, mais c'est pour ça qu'il est premier, c'est la filière qui est la moins chère pour produire de l'électricité. Donc ça veut dire que si on l'avait fait en capacité de production, comme c'est lui le moins cher, ça ne changerait pas l'ordre. Dernière petite info, c'est le stockage. Hein, on voit le stockage par batterie à droite qui est encore très très faible. Ça montre aussi qu'à l'échelle mondiale, le développement de ces énergies variables n'engendre pas des besoins de stockage importants. Ça permet aussi de prendre un peu de recul sur des discours qu'on entend beaucoup en France en disant « Ouh là là, attention, il faut d'abord développer du stockage avant de faire du photovoltaïque ou de l'éolien ». Voilà, c'est faux, archi faux, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est RTE. Et c'est confirmé par l'Agence internationale de l'énergie au niveau mondial. Donc on a parlé d'énergie renouvelable, on a parlé un petit peu d'efficacité énergétique. Alors, quel est le mode de transport le moins efficace entre les trois? Donc, je vous donne 1 kWh d'électricité. Avec quel mode de transport vous allez aller le moins loin? Est-ce que c'est en prenant le train? Est-ce que c'est en étant tout seul dans une voiture électrique? Ou est-ce que c'est en étant tout seul dans une voiture à hydrogène? Alors, qui dit que c'est le train qui va le moins loin? OK. Qui dit que c'est la voiture électrique qui va le moins loin? L'électrique va moins loin pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13. 13. Qui dit que c'est l'hydrogène qui va le moins loin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a bataille et il y en a quelques-uns qui ne se prononcent pas quand même. Hein. OK. Avec 1 kWh, la seule voiture qu'on trouve aujourd'hui sur le marché en hydrogène en voiture particulière, c'est la Toyota Mirai. Elle fait 2 km. Ça y est, vous m'avez vu venir là. La Zoé, elle fait 7 km avec 1 kWh. Ça va? Le match, il est plié. J'aurais pas dit ça il y a 2 ans. Le match, il est plié. Je vous aurais mis la Tesla. La Tesla, elle fait 7 km comme la Zoé. La Tesla, ils vont arriver au million de véhicules vendus. Toyota, ils en ont vendu 3000. Pour les petites voitures et même les véhicules utilitaires légers, c'est plié. L'hydrogène va être utilisé vraiment à la marge. Le train, sans surprise, avec 1 kWh, vous faites 30 km. Et si vous prenez un vélo à assistance électrique, vous faites 150 km. Voilà. Donc ceux qui vous disent « Ah oui, mais le VAE, il y a une batterie, c'est pas écolo, etc. » C'est bon, c'est bon. Hein, on peut assumer la batterie sur le vélo si ça évite de prendre la voiture. Alors, si c'est en ville, le plus rapide, c'est le VAE. Hein, si c'est en ville, voilà. Après, effectivement, si c'est pour aller à Grenoble, je vous conseille plutôt le TER. Euh, voilà. Ça va? Donc, attention, hein,
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser l'hydrogène, hein. L'ADEME a des dispositifs de soutien à l'hydrogène. Mais on va utiliser l'hydrogène pour les usages qu'on ne sait pas décarboner autrement. Donc on est sur des petits usages. Ou les lignes de train qu'on n'arrive pas à électrifier pour des contraintes techniques, voilà, par exemple. Mais l'hydrogène n'est pas un vecteur efficace. C'est vraiment important. Parce que ça veut dire que si on misait sur l'hydrogène pour la mobilité, il faudrait produire 3 fois plus d'électricité. Donc ça veut dire 3 fois plus d'éoliennes, 3 fois plus d'hectares de solaire, éventuellement 3 fois plus de PR, etc. Je ne vous fais pas un dessin, ça va coincer quand même. Alors, ce qui nous amène à entrer dans le vif du sujet. L'objectif, voilà, c'est de montrer le champ des possibles, c'est de montrer qu'il y a des chemins différents qui sont possibles. Dans l'objectif, voilà, idéalement, d'éclairer des décisions à court terme, et ça je reviendrai à la fin. Les décisions, il faut les prendre le plus vite possible. Voilà. En un coup d'œil, donc on a 4 scénarios qui sont très contrastés. Le scénario 1 qui s'appelle Génération frugale, comme son nom l'indique, il est très basé sur la sobriété. Le scénario 2, c'est la coopération territoriale. Il y a aussi de la sobriété et de l'organisation dans les territoires. Le scénario 3, on est sur de la technologie verte. On pourrait appeler un peu ce scénario la croissance verte. Et le scénario 4, c'est le pari réparateur. Donc, comme son nom l'indique, on mise beaucoup sur la technique et on fait appel à des technologies qui aujourd'hui existent, mais ne sont pas encore matures à grande échelle. Donc, il y a une notion de pari. Le levier de sobriété, donc alors, la sobriété, c'est un terme qui est encore controversé. Les Assises de l'énergie, qui est le rassemblement annuel de toutes les personnes qui travaillent avec les collectivités locales sur le thème de la transition énergétique, qui existe depuis 20 ans, qui a commencé avec 200 personnes, aujourd'hui c'est 3000 personnes. La semaine dernière, pendant 3 jours, on n'a parlé que de sobriété. C'était le thème. On m'aurait dit il y a 5 ans, les Assises de l'énergie, ça va être la sobriété, je ne l'aurais pas cru. On voit qu'il y a des verrous qui sont en train de sauter, pas que pour des... Enfin, certains pour des raisons malheureusement tragiques, mais malgré tout, il y a un cheminement collectif et aussi individuel sur la sobriété qu'on peut définir, pour paraphraser un petit peu ce qu'écrit le GIEC, la sobriété, c'est l'intelligence des usages. C'est-à-dire, c'est éviter le superflu, se concentrer sur le nécessaire, de façon à ce que, intelligemment, on économise nos ressources pour qu'on ne mette pas en péril la capacité qu'auront les générations futures à avoir un mode de vie à peu près équivalent au nôtre. C'est ça la sobriété. Ce n'est pas la privation, c'est une utilisation intelligente. Après, il y a 2 modes de sobriété. Il y a celle qui est subie, il y a celle qui est choisie. Quand elle est subie, forcément, elle est beaucoup plus difficile que quand elle est choisie. Et on verra que dans les scénarios, c'est un petit peu différent. Donc sur la sobriété, le scénario Génération frugale, bien sûr, se base beaucoup sur la sobriété. On va vraiment réduire nos consommations de biens. Donc on va réduire les prélèvements des ressources. On va réduire les kilomètres qu'on va parcourir. On va respecter la réglementation en termes de température de chauffage, etc., etc. Le scénario 2 est également basé sur la sobriété. Le 3, moins. On se base déjà plus sur la technologie. Et le 4, on est plutôt sur un tendanciel en termes d'évolution de nos niveaux de consommation. Donc, on va plus se déplacer. On va continuer à consommer beaucoup de biens et de services. Et notamment dans le numérique, le 3 et le 4, il y a un fort développement du numérique qu'on ne voit pas dans le 1 et le 2. En termes d'efficacité énergétique, donc le 1 est un peu moins bon parce qu'on est frugaux, mais on est plus. Il y a moins d'échanges, donc on est un peu moins organisés les uns avec les autres, il y a moins de coopération, donc du coup on est moins efficace. Dans le 2, il y a plus de coopération, donc on est plus efficace. Dans le 3, on repère un peu en efficacité parce qu'on laisse plus partir les consommations. Je donnerai quelques exemples après. Et puis le 4, clairement, sur l'efficacité, on n'est pas très bon. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est plutôt sur des aspects un peu techniques et comportements individuels. Et il y a aussi la gouvernance. Donc, le 1, on est vraiment sur une gouvernance locale. Et le 4, on est plutôt sur une gouvernance globale. Voilà, donc on reste un peu dans les marchés mondialisés, etc. Alors que dans le 1, on est plutôt sur la décision locale et on est très basé sur des circuits courts. Sur les impacts environnementaux, on voit qu'en étant frugaux, on va prélever moins de ressources, on va produire moins de biens, on va moins se déplacer, donc on va avoir un impact sur l'environnement qui sera beaucoup plus faible. Donc on va bien sûr éviter un certain nombre d'impacts.
Sur le 4, on va continuer à se déplacer toujours plus, on va continuer à construire toujours plus de bâtiments, et donc on va avoir besoin de réparer les impacts. Et dans réparer les impacts, il y a notamment avoir besoin de capter le CO2, parce que si on mise tout sur la technologie sans changer les modes de consommation, on ne peut pas arriver à la neutralité carbone sans extraire du CO2 de l'air. Donc on a besoin d'aspirateurs à carbone. C'est des technologies qui existent, mais qui ne sont pas matures à grande échelle. C'est là où il y a le pari, et c'est là où on fait un peu un pari sur l'avenir en disant qu'on va être capable de réparer nos impacts. Quelques indicateurs, voilà, je pense que j'ai déjà un petit peu évoqué. Peut-être quand même essayer de vérifier que j'oublie rien. Il y a une évolution qui est forte sur l'alimentation, hein, qui est un poste important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le scénario 1, on réduit de 70% la consommation de viande. Dans le scénario 2, on la réduit de 30%. On la réduit de moitié, pardon. Dans le scénario 3, de 30%. Et dans le scénario 4, on la réduit que de 10%. Dans le scénario 1, on est plutôt sur le développement des villes moyennes. Vraiment, le Covid nous interpelle pas mal sur le scénario 1, parce qu'on est sur du circuit court, on redynamise les villes moyennes, on retrouve une vie sociale et une vie économique beaucoup plus proches. Dans le scénario 2, on est sur de la gouvernance partagée pour trouver des solutions pragmatiques. La consommation est plus mesurée, on est beaucoup sur le partage. L'économie du partage, que ce soit voilà, l'autopartage, on peut aussi avoir le partage des bâtiments. Voilà, en termes de sobriété, par exemple, une commune qui se dirait ben, tiens, je vais construire une cantine municipale, et puis je me rends compte que j'ai une entreprise qui a une cantine également. Bon, ben, il y a peut-être moyen de mutualiser. Ou je me rends compte que je veux construire une salle des fêtes, et puis j'ai une entreprise qui a des locaux qui ne sont pas utilisés pendant les week-ends et que ma salle des fêtes va me servir que le week-end. Voilà, on est bien sur le partage, la coopération, l'intelligence locale collective pour trouver des solutions pragmatiques pour éviter de consommer tout un tas de matériaux pour produire des équipements dont on peut se passer sans toucher atteinte à notre mode de vie, sans toucher atteinte au confort. C'est ça qui est important. Il faut vraiment voir dans la notion de sobriété l'intelligence, si possible collective, et pas la privation. Dans le scénario 2, on va accompagner l'industrie pour se décarboner. Dans le 1 et le 2, on a une réindustrialisation locale. Puisque le 4, on reste un petit peu sur un marché ouvert, donc on est plutôt sur des marchés internationaux. Le 1 et le 2, on va relocaliser. Donc on va pouvoir marier sobriété avec conservation de l'activité économique, puisque certes, on va consommer moins, mais on va consommer beaucoup plus de local. Sur le scénario 3, on est beaucoup basé sur le numérique au service de la transition. Et pas que, puisqu'il y a aussi une tendance du développement du numérique qui est plus contenue quand on est dans des logiques de sobriété. Dans le scénario 3, on est plutôt sur les métropoles qui vont se développer, on est plutôt sur cette tendance des métropoles qui se développent, alors que dans le 1 et le 2, on est plutôt sur les villes de taille moyenne. Le 3, l'industrie va se décarboner, mais vraiment par la technologie. On a beaucoup d'hydrogène dans le 3, alors toute proportion gardée, c'est 6% du mix énergétique à 2050, l'hydrogène. Dans le scénario 3, c'est là où il y en a le plus. Et ça représente des gros volumes et on considère qu'on a besoin d'en importer un peu. Et dans le scénario 4, c'est pareil. Comme on laisse partir un peu la consommation sur le tendanciel, dans le scénario 4, on a encore besoin d'importer du gaz naturel. Alors éventuellement du gaz naturel renouvelable, mais on considère qu'on ne saura pas en produire assez en France. Voilà un peu tous les mots-clés. Vous allez retrouver encore plus de mots-clés sur une diapo, bien sûr, qui est complètement illisible. Je vous invite à aller sur le site de l'ADEME, vous retrouvez toutes les présentations. Ça va de 8 pages à 560 pages pour les insomniaques, si vous voulez rentrer dans tous les détails. Et en plus, il y a un certain nombre de feuilletons. Il y a une trentaine de pages pour zoomer sur le mix électrique, zoomer sur l'approche sociologique, sur l'approche économique, etc. etc. Donc c'est vraiment un travail qui est très très riche.
C'est un travail qui permet aussi de se recaler un peu les ordres de grandeur. Je parlais du biogaz, hein, du gaz renouvelable. Le potentiel de production de gaz renouvelable en France est estimé entre 120 et 180 TWh, suivant les filières qu'on va chercher. Les importations de gaz russe, c'est 100 TWh. Alors bien sûr, on ne va pas produire 100 TWh de biogaz en claquant des doigts, mais on a le potentiel local, on a un potentiel national qui est supérieur aux importations de gaz russe. Enfin, c'est un ordre de grandeur qui est quand même intéressant à avoir en tête. Bon, ça, je vais le passer. Quelques enseignements clés, ça me paraît vraiment important d'avoir ça en tête, qui sont un peu zoomés qu'un prisme énergie. Voilà, vous êtes un syndicat d'énergie, ça me paraît important. À part le scénario 4, qui, vous l'avez compris, est un petit peu à part hein, dans la démarche, il y a, pour atteindre la neutralité carbone, il faut une forte baisse des consommations des bâtiments, privés et publics. Donc, toutes les démarches, les conseillers en énergie partagée, les économes de flux, l'isolation des bâtiments, le respect des consignes de chauffage et de clim, etc. Tout ça, on n'y coupe pas. Dans le 1 et le 2, il y a une réduction des besoins de déplacement, qui est de l'ordre de 30% dans le 1 et de 10% dans le 2. Réduction de la consommation de la viande, on en a parlé. Les conséquences, on en a déjà parlé. J'aurais pu le mettre en quiz parce que ça fait beaucoup partie des fake news hein, de la transition énergétique. Il y a des contraintes sur les matériaux pour les véhicules électriques. Si on remplace nos 30 millions de véhicules particuliers qu'on a en France aujourd'hui par 30 millions de Tesla, alors ça va être possible, mais il n'y en aura pas pour tous les pays de la planète. On va capter un bon 10% des ressources de lithium, sachant qu'on est 1% de la population mondiale. Donc il y a un sujet sur les batteries qui nous ramène à la sobriété. Si on refaisait des 4L aujourd'hui qui faisaient 600 kg, alors que la Clio fait 1200 kg, on aurait des voitures qui font 2 litres au 100. Si on fait des véhicules électriques beaucoup plus petits, ils ont besoin de batteries beaucoup plus petites. Par contre, si on regarde les besoins qu'on a de développer l'éolien et le solaire, en termes de besoins de béton, d'acier, de verre, on est vraiment sur l'épaisseur du trait par rapport aux quantités qui sont consommées aujourd'hui. Et quand on regarde la sobriété qu'on pourrait avoir sur les économies de béton, notamment en construisant moins de centres commerciaux, en construisant moins de routes, moins d'ouvrages d'art, on a des potentiels d'économie qui sont de 10, 50, 100 fois supérieurs au béton dont on va avoir besoin pour faire les socles au pied des éoliennes. Il y a aussi des sujets sur les terres rares. Voilà, il n'y a pas de terres rares dans le solaire, il y en a un peu dans l'éolien, mais il y en a parce qu'aujourd'hui, c'est rentable d'en mettre. Et si demain, les terres rares sont trop chères, il n'y a pas de terres rares dans les éoliennes terrestres. C'est intéressant de savoir ça. Il y a du néodyme dans les éoliennes offshore. Il n'y en a pas dans les éoliennes terrestres. Pourquoi il y en a dans les éoliennes offshore? Parce que ça permet de faire moins de maintenance. Si demain, le néodyme est hors de prix, parce qu'on en a bouffé pour nos ordinateurs, nos voitures, ça en est truffé dans les voitures, eh ben, ils mettront la technologie terrestre, ils l'adapteront pour l'offshore. Et ça augmentera un tout petit peu le coût de production, mais ce sera à la marge. Voilà. Donc, il n'y a pas de contrainte. Voilà, y a pas de contrainte. On nous dit voilà, les éoliennes ne sont pas recyclables. Aujourd'hui, on sait recycler les éoliennes et l'ADEME a même financé des programmes pour trouver des solutions pour recycler les pales, qui sont en matériaux composites. Et on commence à y arriver. Et on saura faire. Sur le solaire photovoltaïque, il y a une unité qui est en train de se construire à Grenoble pour recycler complètement les modules photovoltaïques. Il y en a déjà une qui tourne dans les Bouches-du-Rhône, c'est la plus grosse d'Europe. Ils recyclent 95% en poids des modules photovoltaïques. Les 5% qui restent, voilà, à Grenoble, ils ont décidé de les attaquer avec l'idée un peu dingue de se dire, avec les matériaux que je vais récupérer, je vais être capable de refabriquer
des modules photovoltaïques. Donc, incontournable sur la consommation, incontournable sur la production. On a besoin de toutes les énergies renouvelables et en particulier la biomasse, y compris le biogaz, l'éolien terrestre, le photovoltaïque. Voilà. Bon, c'est les gros postes dont on entend beaucoup parler et pour lesquels il y a quand même quelques controverses alors qu'on est vraiment sur des actions qui sont aujourd'hui sans regret. Allez, je vous fais le dernier. Dans le scénario où il y a le plus de photovoltaïque, on en installe 140 gigawatts. C'est à peu près le montant dans le scénario négawatt et c'est à peu près dans le scénario RTE où il pousse un peu le solaire, il tombe à peu près là-dessus aussi, quoi qu'il y en a un où il y en a plus encore. Hein. À votre avis, est-ce que ça représente 1,5% des surfaces agricoles? Est-ce que ça représente 10% des surfaces bâties ou 10% des surfaces de routes? Alors, qui vote pour les 0,5% des surfaces agricoles? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, je ne serai pas agréé pour les commissions électorales, mais allez, 12. Qui vote pour 10% des surfaces bâties? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, 12. On a le droit de voter plusieurs fois. Qui vote pour 10% des surfaces de route? Voilà. Et voilà. 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 Ouais, bon, c'est un petit hommage à l'école des fans. Hein. Voilà, la 4L, l'école des fans. Voilà, on est raccord. Ouais, bon, c'est intéressant de voir qu'on est sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, alors, quand on voit ça, on se dit, voilà, allez pas sur les routes, hein, parce que les expériences qui ont été faites, c'est une catastrophe. Hein. Donc, le photovoltaïque sur les routes, laissez tomber, c'est la fausse bonne idée. Alors, éventuellement, on va leur ombrière au-dessus, les Allemands commencent à en faire, mais surtout pas au sol, on va rouler dessus, on va tout casser. Voilà, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, et beaucoup. Quand on voit ça, on se dit, ah bah 10% des surfaces bâties, pourquoi? Alors, mais pourquoi on va au sol? Pourquoi on va au sol? Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est beaucoup moins cher, c'est à peu près 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher d'aller au sol. Et puis, en toiture, si on veut atteindre nos objectifs de développement du photovoltaïque d'ici à 2028, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on doit faire x4 d'ici à 2028. Si on veut atteindre cet objectif, et qu'en même temps on dit qu'il faut d'abord aller en toiture, c'est impossible. C'est impossible. Il y a trop de contraintes en toiture. Il y a des contraintes de raccordement. Un syndicat d'électricité, vous êtes bien placé pour le savoir. Et ça doit faire partie de votre feuille de route, j'imagine, de travailler là-dessus. Il y a des contraintes techniques de résistance des charpentes. Il y a des contraintes d'intégration architecturale, de permis de construire, d'ABF, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut plutôt se projeter dans une logique où on a 30 ans pour équiper nos toitures. Et par contre, aujourd'hui, refaire une toiture sans se poser la question de l'isolation thermique, ça, hein, et de mettre du solaire dessus, là, quand on sait ce qu'on sait, on se dit, là, on est vraiment en train de rater un truc. Ça veut dire que ça s'anticipe. Aujourd'hui, il n'est pas question d'intervenir, pardon, je fais un peu donneur de leçons, mais voilà, aujourd'hui, intervenir sur un bâtiment, que ce soit chez soi ou sur le bâtiment de la collectivité, sans se poser la question de l'opportunité de réduire la consommation de ce bâtiment et de profiter des surfaces pour produire de l'énergie sur ce bâtiment, clairement, si on ne fait pas ça, on n'est pas du tout compatible avec, enfin, on est compatible avec aucun des 4 scénarios. Là. Aucun. Mais il faudra le faire comme ça, il faudra que ça rentre dans les habitudes et qu'on ne se pose plus de questions, parce que je ne crois plus au plan Marshall de dire allez, on y va, on fait tout d'un coup. Enfin, ça ne marche pas. Parce que hein, on se heurte rapidement à la réalité des budgets qu'on a, etc. Donc il ne faut surtout pas rater les opportunités. Et dans 10 ans, le photovoltaïque aura encore baissé. Quand on refera une toiture, peut-être qu'on ne se posera plus la question. Ce sera tellement pas cher qu'on se dira, ben ouais, ce sera normal. Quoi. Enfin, je vais terminer là-dessus. Donc, on voit bien que c'est pas un petit changement. Hein. C'est pas juste passer au tout renouvelable. On touche vraiment au fonctionnement de base de la société.
Donc ça pose la question de jusqu'où on est capable collectivement d'aller vers la sobriété. Est-ce qu'on peut s'appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité, ou est-ce que si on n'est pas suffisamment bon sur la sobriété, il faut aussi aller chercher la captation technologique? Qu'est-ce que c'est un régime alimentaire durable? Hein, on voit que entre le scénario 1 et le scénario 4, il y a des écarts très importants de l'impact de l'agriculture sur le climat. Il y a des impacts importants aussi sur la résilience de cette agriculture. Plus on est sobre, plus on est résilient, ça c'est assez évident. L'artificialisation des sols, la précarité notamment énergétique dans les bâtiments, la rénovation, voilà, est-ce qu'on peut penser autrement aujourd'hui? Et puis, est-ce qu'on peut combiner sobriété et croissance, ou au moins stabilisation économique pour nos entreprises? N'hésitez pas à aller sur transition2050.adem.fr. Il y a des vidéos aussi. Vous pourrez voir le président de l'ADEME qui présente les scénarios dans une version plus longue que ce que je viens de faire. Ah, il n'y aura pas le quiz, par contre. Merci beaucoup pour votre attention. Si on a encore un peu de temps, je prends des questions avec plaisir. Ça marche là? Ouais. Oui, très brièvement, moi je pense que tout le monde peut contester tout ce qui vient de nous être dit, hein. Il y a un débat public, politique. Je suis toujours un peu surpris à quel point l'ADEME, agence de l'État, donc on paye par nos impôts, intervient dans le débat politique de manière très engagée. Et même de manière polémique, quand vous dites dans 1000 jours on est tous morts, c'est typiquement le contre-exemple de ce qu'il faut dire. Parce que franchement, si dans 1000 jours on est tous morts, alors autant faire la fête, hein. Alors, merci de me reprendre, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. C'est une première remarque. Moi, personnellement, tant qu'à dire des bêtises, je vais dire des bêtises. Si Mélenchon m'appelle à l'industrie dans 2 semaines, ma première décision, c'est de changer la direction de l'ADEME, franchement. Bon, ça, c'était pour dire quand même un peu de polémique. Par exemple, je trouve que dans le débat public, il y a un enjeu pour moi très important derrière l'énergie, c'est la question du modèle économique qui est derrière le modèle énergétique. Et par exemple, quelle place on donne aux services publics par rapport au marché? Et bizarrement, cette question est totalement absente du travail de l'ADEME. Pourtant, Dieu sait qu'en ce moment, l'influence du marché sur les prix, on le voit clairement. Et les aberrations que le marché de l'énergie génère, on le voit. Donc moi, je trouve que c'est un vrai enjeu et qui est totalement absent du travail de l'ADEME dans ces scénarios. Et la deuxième question, c'est que moi, je n'ai pas de problème sur le mot sobriété si c'est l'intelligence des usages. Je préfère être intelligent que bête. Cela dit, derrière sobriété, vous dites aussi sobriété contrainte, et moi j'entends quand même aussi potentiellement austérité. Donc j'aimerais bien que le débat public soit alimenté avec des chiffres. Par exemple, moi j'ai étudié attentivement le scénario Négawatt qui est proche du scénario 1. Je sais pas, Philippe me dit que ce n'est pas exactement... J'avoue que je n'ai pas regardé le détail des scénarios ADEME. Mais voilà, je sais par exemple que dans ce scénario, la construction de logements, tout compris en tenant compte du béton qu'on récupère sur les centres commerciaux, hein, elle est limitée à 36 000 logements par an. Et moi, je dis, mais franchement, comment c'est possible? Moi, je suis adjoint au logement. On a besoin en France de construire des centaines de milliers de logements. Donc, un scénario énergétique qui me dit qu'il faut limiter la construction de logements à 36 000, franchement, là, alors là, pour le coup, j'attendrais qu'on ait des éléments factuels, quantitatifs, qui aident au débat public et qui nous disent, bah non, il y a des choses, c'est pas possible. Surtout que derrière le non-dit, c'est effectivement quel mix énergétique, parce qu'il y a le niveau de consommation, mais derrière le niveau de consommation, il y a le débat sur le mix énergétique, avec la question effectivement du nucléaire, qui est un sujet un peu tabou, mais il n'y a pas que celui-là. Donc moi, je trouve quand même, je suis vraiment toujours surpris par la manière dont l'ADEME intervient comme un parti politique dans le débat sur l'énergie. Personnellement, franchement, ça me choque. Merci d'avoir posé le débat en ces termes. Alors, il n'y a aucune volonté politique de l'ADEME. Nous, on ne prend pas parti sur les 4 scénarios, puisque les 4 sont possibles, de notre point de vue. Sur les 8 jours, alors merci, parce que ça veut dire que je n'ai pas été clair. Mon propos était comme le de dénoncer ceux qui disent que si on n'a pas bougé dans 8 jours, on va tous mourir. Parce que moi, ça fait 25 ans que je travaille dans la transition énergétique.
je sais combien ce type de discours n'enclenche absolument pas l'action. Au contraire, ce type de discours est complètement néfaste. Donc je partage complètement ce constat-là. Et pardon si je n'ai pas été clair là-dessus. Alors, sur le service public, justement, là, comme on ne fait pas de politique, c'est difficile de dire nous, on veut tel type de gouvernance pour les opérateurs. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans le scénario 1 et le scénario 2, on est beaucoup plus sur de la coopération locale, donc on va plutôt être sur des entreprises citoyennes, sur l'investissement local participatif avec les collectivités et les citoyens, qui sont des opérations que l'ADEME soutient et finance l'animation pour faire sortir ce type de projet. Et sur les scénarios 3 et 4, on va être plutôt sur des investissements, comme on le voit aujourd'hui, à majorité portés par des grands groupes privés. Mais on n'oppose pas les deux. On sait que de toute façon, il n'y a pas de dogme. On n'est pas en train de dire qu'il faut prendre soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, et c'est comme ça. Voilà. Il y a des scénarios intermédiaires. Par contre, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que comme on a regardé toutes les filières et on a regardé tous les secteurs de consommation, à la fois d'énergie et de ressources, il y a quand même vraiment un travail scientifique qui est très poussé, donc, qui est certainement discutable, mais il y a eu un comité scientifique qui a discuté les hypothèses, etc. Donc moi, j'ai la prétention de penser, et en plus, je n'ai pas été impliqué dans les scénarios, donc je suis à l'aise pour le dire, que ce travail est vraiment très sérieux et que toutes les hypothèses tiennent la route. On ne peut pas complètement panacher non plus. Voilà. C'est-à-dire que ça donne quand même des tendances. Ça veut dire que si vous dites je prends le 1, mais je veux consommer autant de viande que dans le 4, là, vous avez quand même des besoins d'irrigation qui ne sont plus les mêmes, des besoins de surface agricole qui ne sont plus les mêmes, etc. Voilà, donc il y a quand même des voilà. Sur le logement, alors je ne suis pas du tout là pour défendre Négawatt, je pense qu'il faut et c'est bien l'objectif de ces travaux de prospective, c'est d'essayer de se projeter. J'imagine que ce chiffre, que je ne connais pas, hein, de 36 000 logements, c'est pour 2050. Qui peut nous dire en 2050 quel sera l'état de notre besoin de logement? J'espère quand même que les logements, j'habite dans une petite maison qui a plus de 100 ans, j'espère qu'en 2050, elle sera encore là. Donc ça me paraît quand même assez naturel, si on est sur une stabilisation de la population, que le besoin de logement neuf, si on est dans des logiques de rénovation, que le besoin de logement neuf diminue. Mais ici, on est dans un territoire, il y a une pression foncière qui est forte et qui continue à augmenter. Donc effectivement, c'est quoi ce délire? Ils n'ont pas les pieds sur terre, ces gens-là. Voilà, on est sur une vision nationale et on se projette en 2050. Si on dézoome, 2050 c'est dans 28 ans, si on dézoome, on recule de 30 ans à 90, 92, nos modes de vie étaient très différents. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, on nous les aurait prédit il y a 30 ans, on aurait dit, mais ça ne va pas la tête, jamais de la vie. Quoi. Qui, même dans les œuvres de science-fiction, avait imaginé le smartphone il y a 30 ans? Personne. Personne. La visioconférence, oui. Mais le smartphone, non. Donc voilà, c'est aussi, moi je le prends aussi comme un exercice un peu d'humilité, de se dire, on voit que de toute façon, je serais tenté de dire on n'a pas le choix, parce que le changement, il sera soit choisi, soit subi. Ça, aujourd'hui, c'est indéniable. Quelle sera notre vie dans 30 ans? De toute façon, c'est la boule de cristal. Par contre, on peut construire les conditions aujourd'hui pour que ce mode de vie soit le moins compliqué ou le plus confortable possible. Et c'est bien le sens de ce travail. Ouais. Je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question. Quels sont les facteurs de risque les plus forts, effectivement. Ouais.
Alors, ce qu'on a mis, mais c'est vraiment dans les grandes lignes, c'est qu'effectivement, sur le scénario 1, c'est l'acceptabilité. L'avantage du scénario 1, c'est qu'il permet d'aller vite, parce que la sobriété, les résultats sont immédiats. Mais s'il n'y a pas d'acceptation, c'est le chaos. Donc, voilà. Donc aller vite sans embarquer tout le monde, c'est une catastrophe. Voilà. Mm. Oui, 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 il y a des éléments quantifiés, notamment sur les mix énergétiques. Si vous fouillez dans les rapports, ouais, vous allez trouver par secteur l'évolution des consommations. Et on voit l'impact des efforts qui sont faits entre les différents secteurs. Et par exemple, entre le scénario 1 et le scénario 3, dans le scénario 3, on démolit et on construit beaucoup de bâtiments, par exemple. C'est un parti pris. On considère que, voilà, on regarde ce que ça donne. Forcément, en prélèvement de matériaux, c'est beaucoup plus fort que dans le 1 et on voit les impacts en termes de besoins de matériaux et en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, ce que je trouve qui manque un peu dans votre présentation, c'est pour nous qui sommes décideurs politiques, et sur quoi il faut que nous, on insiste à l'échelle locale pour permettre cette transition, justement, en fonction des différentes sensibilités. Oui, alors c'est toujours la difficulté c'est que comme on se projette à 2050, on se dit, bon, alors mince, et maintenant, on fait quoi? Voilà, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que tout ce qu'on fait en matière de sobriété, de réduction des consommations, que ce soit par la sobriété ou l'efficacité énergétique, la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables, ça va dans le bon sens. On appelle du sans regret. Voilà. Après, vous avez certainement dans vos collectivités des plans d'action. L'Interco doit faire plus de 50 000 habitants ici, donc vous avez un plan climat, hein, un PCAET. Il y a un plan d'action. Si vous le relisez, vous allez probablement retomber sur des mots-clés qu'on a évoqués et qu'on voit dans les différents scénarios. Et dans les actions phares de ces plans climat, on retombe toujours sur les mêmes. On retombe toujours sur les mêmes. C'est œuvrer à réduire la dépendance à la voiture, donc en développant les alternatives. C'est réduire la consommation des bâtiments en commençant par le public pour montrer l'exemple et en accompagnant nos concitoyens à isoler leur logement. C'est l'alimentation, donner l'exemple au travers des cantines. Voilà. Tous les leviers que vous avez, ils sont repris et les plans climat en général sont bien faits, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le rôle de collectivité exemplaire et puis le rôle de collectivité qui incite les acteurs de son territoire à passer à l'action. Bon, désolé, c'est un peu général, mais en tout cas, on retombe sur des actions qui sont là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, à part le scénario 4, où, voilà, encore une fois, on met des aspirateurs à CO2, toutes les actions sont des actions qui existent aujourd'hui et qui sont déjà mises en place dans plein de territoires et par plein d'acteurs, que ce soit les entreprises ou les particuliers ou les collectivités. Voilà. Donc voilà, un autre élément de réponse, c'est voilà, n'attendez pas la solution miracle qui va nous sauver. Non, en fait, il y a un mix, il y a un panier de solutions qui est très varié et on en a besoin d'un nombre très important. Je continue sur la partie risque. On a rapidement évoqué les contraintes sur les métaux. J'imagine que c'est les contraintes naturelles. Est-ce que dans vos recherches ou dans vos études, vous avez intégré la contrainte géopolitique? Aujourd'hui, de plus en plus d'usages sont électrifiés et clairement, la Chine a fait un dumping économique pendant 20 ans pour pouvoir tout récupérer, y compris les terres rares. Donc, est-ce que ce risque-là géopolitique, alors comme d'autres, hein, typiquement le gaz russe, on n'en parlait pas il y a 2 ans et ça l'est, est-ce que vous l'avez intégré, ce risque? Et si oui, comment il apparaît? Alors, encore une fois, sur les terres rares, finalement, on peut avoir le problème, ce n'est pas une terre rare, hein, c'est un métal. Hein, on peut avoir une contrainte sur le lithium si on décide de garder notre même mode de déplacement aujourd'hui qui est 80% sur la voiture. Là, ça peut coincer. Bon, il n'y aura pas assez de lithium pour tout le monde dans le monde. Donc, il va y avoir Alors, il y a d'autres technologies pour les batteries, mais elles ne sont pas encore matures. Donc, il y a un risque là-dessus. Il y a un risque plus local, pour répondre un peu à votre question aussi tout à l'heure, sur la rénovation des logements. Aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'échelle et clairement, il y a un risque fort qu'on n'atteigne pas nos objectifs de rénovation des logements. Ça fait partie des risques. Sur les matériaux, c'est là où on va se rendre compte en prenant ce type d'analyse que, encore une fois, c'est un peu la palissade, mais plus on est sobre, et plus on va être résilient. Voilà. Et moins, voilà, on le voit bien avec le gaz russe, on en consomme moins que les Allemands, on est moins dans la panade.
Et ce sera pareil pour les matériaux. Par contre, attention au discours qui consiste à dire ouais, on va tomber d'une dépendance au pétrole à une dépendance aux matériaux qui viennent de Chine. C'est en grande partie faux. Parce que, déjà, encore une fois, il n'y a pas de terres rares dans le photovoltaïque et on peut s'en passer dans l'éolien. Donc déjà, ça soulage quand même beaucoup le problème. Et quand bien même il y en aurait, une fois que vous avez acheté votre panneau solaire, il va durer 35 ans. Donc vous êtes peinard quelque part pendant 35 ans. Alors que le pétrole, c'est à chaque fois que vous avez consommé un litre, il faut racheter un litre. Donc c'est quand même une dépendance qui est très très différente, voilà, en termes de pression, quoi. Merci. De sobriété en disant qu'elle pouvait être acceptée si elle était équitable. Et puis vous avez un peu élargi le propos à la solidarité. Et je trouve que c'est assez loin du fait d'accepter quelque chose parce qu'il est équitable que d'être solidaire avec les autres. Alors bon, je suis peut-être pas très optimiste, mais voilà, je trouve qu'il y a deux notions qui, à mon avis, il y en a une qui est souhaitable, bien sûr, la solidarité, mais si déjà on a l'équité, peut-être que les gens adopteront. Je pense qu'au niveau européen, on n'est pas loin de le décider, hein. Mais, voilà. Mais le point d'achoppement, c'est le poids des véhicules, hein. On sait que les Allemands freinent, hein, là-dessus, hein. Mais effectivement, voilà. Mais voilà, ça se fait pas d'un coup, hein. Le processus du changement, il se fait pas d'un coup. C'est pas un jour en écoutant une conférence, que ce soit de l'ADEME ou de quelqu'un d'autre, on se dit oh là là, mais effectivement, il a raison, il faut tout changer. Non, c'est en croisant les points de vue, en regardant, voilà, et puis voilà, chacun fait son chemin. Donc, avec son histoire personnelle, voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, nos modes de vie dans 30 ans ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et plus on décide d'aller sur des chemins vertueux aujourd'hui, et moins il y aura de casse. Ouais, moins il y aura de casse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Si ce n'est pas le cas, moi je vais remercier Emmanuel encore une fois. Je vais remercier l'ADEME pour ce travail, pour cette présentation. L'idée c'était d'avoir du débat, donc Pierre-Alain a mis de suite le niveau assez haut dans le débat, donc pas de souci là-dessus. Et puis Negawatt qui viendra pour répondre plus précisément du coup à ta question sur le logement qui effectivement interroge, mais pour avoir déjà vu des éléments dessus, il y a une espèce de rétrospective, prospective sur le besoin de logement et le nombre de personnes par habitat, mais c'est de la science-fiction après à 30 ans quand même. Voilà, mais bon, c'est bien ces scénarios de prospective. En tout cas, c'est bien d'être venu ce soir, d'avoir expliqué ça, de rapports qui font plusieurs centaines de pages, pas forcément simple à vulgariser, des rapports qui sont vraiment différents parce que c'est pas du tout la même façon de partir. C'est pas nécessairement le même sujet parce que RTE se contente juste de l'électricité, ce qui est bien normal. Mais il y avait un intérêt sur l'ADEME aussi. Alors, nous, on est un syndicat d'énergie, mais on parle pas que d'énergie dans ces scénarios de transition. Et aussi de partir du besoin, hein, et de projet de société. Je trouvais ça intéressant aussi comme démarche de la part de l'agence. Merci.